Bonjour et bienvenue au webinaire sur comment développer son sentiment d'efficacité personnelle au travail, présenté par Marianne Bougie, conseillère d'orientation organisationnelle, psychothérapeute et fondatrice de Gestion Psychologie Santé. Ce que nous allons regarder aujourd'hui, ce sont par objectif identifier le sentiment d'efficacité personnelle, reconnaître certaines solutions, nommer des outils pour développer son sentiment d'efficacité personnelle et se situer dans le modèle de l'ikigai. Concrètement, comment on va faire ça? Nous allons voir par contenu, bien, nous allons définir ensemble le sentiment d'efficacité personnelle. On va regarder aussi ensemble par la suite un modèle que j'ai créé sur le sentiment d'efficacité personnelle, les facteurs qui l'influencent, des pistes de solutions, ainsi que l'ikigai. Donc, concrètement, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est une partie de l'image de soi. Il s'agit de notre perception et du jugement à être capable de réaliser une action par rapport à nos compétences. Cette description-là vient des études de Bandura. Je me suis entre autres inspirée des études de ses écrits de 1986 et de 2003. Vous allez voir à la fin, je mets beaucoup de références, je vais vous les expliquer. Et elle s'y retrouve. Le sentiment d'efficacité personnelle, toujours selon Bandura, correspond aussi à l'évaluation qu'on se fait de nos capacités physiques, intellectuelles et affectives à mobiliser pour une activité dans un but spécifique. Donc, c'est quand même complexe comme habileté. Les habiletés qu'on va regarder, qui sont à développer, on va beaucoup se concentrer sur les physiques intellectuelles, mais les affectives aussi. On va le voir plus en détail, vous allez voir. Ce qu'on comprend avec la définition qu'on vient d'en faire, c'est que le sentiment d'efficacité personnelle est subjectif. Il n'est donc pas nécessairement basé sur nos réelles capacités, ce qui fait que ça fluctue vraiment beaucoup. On va les regarder, on va le mettre en contexte maintenant en relation avec les études de Yerkes et Dodson. Les références, inquiétez-vous pas, sont à la fin. Donc, Bandura ici nous parle beaucoup de perception de nos compétences, alors que Yerkes et Dodson nous parlent des objectifs ou des défis. Donc, les deux mis ensemble, ce que ça fait, c'est que quand nos compétences sont élevées, on va vivre des succès. Le défi est peu élevé. On va vivre quand même des succès, mais on va les sous-évaluer, ces succès-là, compte tenu qu'on ne va pas se les attribuer parce qu'on va se dire, ben, n'importe qui à ma place aurait pu le faire, c'est trop facile. Aussi, quand on se situe ici, en fait, notre perception, des fois, elle est biaisée, surtout pour les gens qui commencent, qui débutent. Un certain philosophe a dit qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ce que ça veut dire, c'est que ben, on n'a pas conscience de tout ce qu'on ne connaît pas encore parce qu'on n'a pas toute l'expérience. Donc, on sort de l'université, on sort de notre DEP, on est tout fier et on pense être très compétent, puis on l'est parce qu'on a des formations, mais il nous manque un élément. On va juste revenir sur notre sentiment d'efficacité personnelle. Donc, il nous manque certains éléments. Fait que souvent, on peut se surévaluer et ça peut nous faire vivre des échecs. Ce qui est très minant pour l'estime de soi, pour l'ego, mais surtout sur notre sentiment d'efficacité personnelle. Un abus de confiance, par exemple. Ce qui peut arriver des fois, c'est que on veut vivre, on veut prouver, on veut pas décevoir, et donc on va se faire vivre des situations où est-ce que le défi va être trop élevé. Des fois, c'est l'employeur qui ne reconnaît pas nos compétences ou nos limites et nous donne une tâche trop élevée en lien avec nos compétences. Donc, là, ce que ça va nous faire vivre, c'est de l'anxiété et on a un risque d'échec. Parce que le défi est trop grand, exemple, on n'a pas le temps nécessaire, par exemple. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que
L'anxiété, c'est comme si le hamster, il tourne toujours dans notre cerveau. Je vous vulgarise ça là, à sa plus simple expression, mais l'anxiété, c'est comme de la peur en puissance 10. Et ça fait que ça affecte souvent notre sommeil et on est à risque d'épuisement quand on vit de l'anxiété. Ce qui veut dire que l'idéal, c'est de se retrouver dans la zone du milieu. Où est-ce qu'on va vivre du stress? Mais c'est un bon stress parce il nous permet de nous garder alerte. On veut être conscient de ce qui se passe, on ne veut pas faire d'erreur. Donc, c'est un bon équilibre entre être sous nos compétences et sur nos compétences par rapport au bon défi de nos objectifs. Et par définition, cet équilibre-là, ben, il est instable, il va fluctuer, dépendamment de ce qu'on vit dans notre vie, dépendamment de notre réalité, ça bouge. Et on va voir un peu plus loin comment faire pour rester dans cette zone-là, quoi être à l'écoute. Donc, vous avez vu, la prochaine diapositive, c'est justement nos facteurs d'influence qui vont venir changer ce sentiment-là d'efficacité personnelle, toujours basé, entre autres, sur Yerkes et Dodson, mais aussi Bandura. Donc, ce qu'on va regarder, ben, comment on va faire pour notre niveau d'habileté, qui sont notre capacité, comment faire pour l'agrandir. Aussi, notre niveau de difficulté de la tâche, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Notre personnalité, qui est souvent influencée par notre savoir-être, et la confiance en soi. On va aller les décortiquer ensemble. Pour développer ces habiletés, bien, il y a 3 sources de savoir sur lesquelles on peut avoir du pouvoir. Il y a le savoir qui est théorique, qui va beaucoup être en lien avec nos capacités. Donc, plus que j'ai des connaissances, plus que j'ai des chances d'avoir des meilleures habiletés. Et le niveau de difficulté va avec le savoir théorique. Mon savoir-être va beaucoup être en lien avec mes attitudes, mon côté relationnel, ma capacité à avoir confiance en moi va être beaucoup en lien aussi avec le savoir-être. Le savoir-faire, on est plus dans le côté technique. Ici, on était dans le théorique. Maintenant, ici, on est dans le technique. Donc, le technique s'adresse beaucoup aux habiletés à notre niveau de difficulté. Donc, pour développer nos habiletés, on va voir, il y a des formations qui existent. Ce qui est très intéressant, c'est que plusieurs cégeps ont fait des partenariats, entre autres, avec Emploi Québec. Donc, quand on va sur les sites du cégep, puis on va voir les formations continues, bien, on va voir, il y a plusieurs cours qui sont déjà subventionnés par Emploi Québec pour les travailleurs, pour les gens qui sont en entreprise. Et par exemple, il y a des cours sur comment utiliser Excel, Acrobat, plein de logiciels et l'offre varie beaucoup dans quelle région vous allez être. Puis vous pouvez faire des demandes aussi avec ces partenaires-là. Donc, ça peut être intéressant. Il y a beaucoup de subventions qui sont accessibles. S'entraîner, évidemment. Plus qu'on refait une tâche, on va pouvoir développer nos habiletés et permettre l'apprentissage vicariant. Bandura le définit comme étant la capacité, quand on regarde en fait quelqu'un faire quelque chose. Et c'est cette capacité-là d'apprendre en regardant l'autre. Ce qui est très important, c'est d'être cohérent, c'est-à-dire de faire ce que l'on dit, parce que c'est plus facile à apprendre et vous allez voir en termes de valeur, quand on pense, on dit et on fait toute la même chose, on est cohérent, c'est plus facile pour l'apprentissage en regardant, parce qu'on va retenir ce qu'on voit. Donc, en montrant l'exemple, ça nous permet d'avoir des bonnes habiletés. Le mentorat aussi aide beaucoup à développer les habiletés parce que quand on commence à avoir une personne de référence, nous permet d'être en sécurité et c'est très valorisant pour les gens qui ont des connaissances de pouvoir les partager à une nouvelle personne. Puis des fois, en révisant avec une nouvelle personne, un nouvel employé, ben ça permet de refaire des découvertes. Donc, c'est vraiment valorisant, puis ça permet d'être plus en sécurité pour l'employé qui veut vraiment apprendre. Il y a le coaching aussi, ça peut être subventionné par Emploi Québec. Et ça peut aider. Il y a certains coachs même qui vont sur les lieux du travail pour aider la personne à développer ses habiletés. Il existe aussi des tests psychométriques pour connaître les habiletés.
d'une personne. Je pense entre autres à la batterie générale de test d'aptitude, le fameux BGTA, pour connaître notre motricité fine, jusqu'où va notre capacité. Donc, ça peut être fait par un conseil d'orientation au privé, en organisationnel, ou certains psychologues aussi, au privé. Ou en organisationnel, c'est un net avantage parce que des personnes membres d'un ordre professionnel vont avoir accès à certains tests psychométriques qu'on ne peut pas avoir accès normalement. Les coachs peuvent faire des tests, mais ce n'est pas des tests psychométriques bien souvent. Par psychométrique, ce qu'on veut dire, c'est quand même un détail important, mais à savoir, c'est qu'il y a une valeur scientifique qui est derrière, qui prouve que ce qui est évalué est vraiment ce qu'on veut savoir. Donc, c'est vraiment, il y a une fidélité et une validité. Donc, ça va aussi se maintenir dans le temps. Donc, ça ne va pas changer. Plus qu'un test psychométrique a une forte validité et une forte fidélité, plus que ces résultats vont être fiables. On va pouvoir s'y fier. Pour développer nos habiletés aussi, ce qui est très important, c'est de vivre des succès. Parce que nos succès sont des bons prédicteurs pour le futur, pour nous dire que on va vivre du succès aussi dans le futur. On se fie sur nos expériences passées. Plus qu'on va vivre des succès, meilleur on risque d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle. Donc, ce qui est très important, c'est de vivre un succès, mais qui va être à la hauteur de nos compétences. Parce qu'on a vu tout à l'heure, s'il est trop bas, si le défi est trop peu élevé, on ne s'attribuera pas le succès, le mérite. Et s'il est trop élevé, ben on va vivre un échec. Donc, ce n'est pas le but. Et surtout pour nos nouveaux employés qui peuvent être très bons, mais ils n'ont pas un bon sentiment d'efficacité personnelle, ben, s'assurer d'avoir toutes les conditions gagnantes pour qu'ils vivent un succès. Et par conditions gagnantes, ben, de leur donner le droit à l'erreur pour dédramatiser quand il arrive une erreur et quand ils vivent un succès, de vivre le succès, le célébrer pour que la personne se l'attribue. Et comme condition qui va l'aider beaucoup, c'est de recevoir une rétroaction constructive, bienveillante. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est de ramener une distance entre le comportement et l'individu. Pourquoi? Parce que son individu, l'identité, on peut difficilement la changer. On va travailler dans la personnalité, amener des nuances, avoir une flexibilité, mais nos traits de caractère, bien souvent, on peut, c'est ça, les nuancer, mais on peut difficilement se les enlever. Alors que mon comportement, lui, je peux le changer. Et c'est donc moins confrontant. Donc, parler du comportement et non de l'individu aide à amener une distance. Par rapport maintenant aux difficultés de tâches, ce qui est très important, plus qu'une tâche est complexe, plus qu'on va la décortiquer et la mettre en petites tâches, ça va aider beaucoup. Ça risque de réduire le niveau de complexité et aussi de partager les responsabilités. Pour travailler en équipe, ça aide beaucoup quand il y a une bonne complexité pour diviser en tâches. Prendre son temps aussi est très important compte tenu qu'il y a un risque d'échec, vu que la complexité est élevée, la tâche est élevée, la difficulté. Donc, permettre d'avoir du temps aide beaucoup et de demander si on est un employé parce qu'ils ne savent pas toujours le degré de complexité que ça peut demander une tâche. Donc, il faut l'expliquer, le nommer. Donc, comme environnement, permettre de se concentrer. Je pense entre autres aux personnes qui ont un diagnostic de trouble déficit de l'attention. Il y a des subventions qui peuvent être accessibles pour une personne qui a un TDAH. En fait, le H est pas mal tout le temps là. Souvent, c'est une hyperactivité cérébrale ou des fois, elle est physique, mais pas mal tout le temps, cette hyperactivité-là. Si vous voulez les références pour connaître sur quoi que je me base, je vous inviterai à m'écrire à ce moment-là. Donc oui, quand on a un diagnostic sur un trouble déficit de l'attention, on peut avoir accès à des subventions. Et entre autres, il aide beaucoup, surtout dans les aires ouvertes, quand il y a beaucoup d'attention, ben, avoir des coquilles sur les oreilles, ça aide à se créer une bulle. Donc, des fois, d'avoir des espaces
où est-ce qu'on peut un peu plus s'isoler pour pas être dérangé, surtout quand c'est complexe comme tâche. Et évidemment, demander de l'aide et permettre d'avoir accès à de l'aide aide à diminuer le niveau de difficulté de la tâche. Si on regarde maintenant par rapport à la personnalité, effectivement, plus qu'on va se connaître, plus qu'on va pouvoir reconnaître ses limites. Et plus qu'on reconnaît ses limites, bien, on fait ça comment? En écoutant nos signes. Les signes, c'est quoi? C'est beaucoup nos émotions. On peut avoir un webinaire complet sur la personnalité, sur les émotions. C'est pas le sujet présentement parce que je pourrais facilement m'égarer, mais ce qui est à retenir, entre autres, c'est que selon l'étude de Yerkes et Dodson, c'est que une personne extravertie va mieux gérer la pression, mais par conséquent, une personne plus introvertie va être plus performante sans pression. Et c'est pas moi qui le dis, je vous dis, c'est Yerkes et Dodson. Ce qui aide aussi dans la connaissance pour notre personnalité, plus qu'on va avoir des traits qui sont forts, très caractérisés, ça va être plus difficile d'avoir une efficacité parce que dans notre interaction avec les autres, ça peut être difficile. Donc là, on va avoir du coaching, savoir comment communiquer, qu'est-ce qu'on communique surtout. Ou des fois, quand c'est en lien avec des blessures, parce qu'on a des comportements qui sont en lien avec des blessures du passé, là, en psychothérapie ou avec un travailleur social, en psychoéducation, il y a vraiment, avec un ergo aussi, il y a des ergothérapeutes maintenant, santé mentale, c'est vraiment des consultations psychosociales qui peuvent aider. Et il y a beaucoup de tests psychométriques de connaissance de soi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en faire pour notre équipe aussi. Donc, si on connaît les autres, ça nous permet de nous adapter à comment eux ont besoin aussi d'être parlés, qu'on interagisse avec eux, ce qui nous amène à être plus efficaces. Et ça, c'est ce qu'on appelle, entre autres, l'empathie, la capacité de voir l'autre dans ses besoins, et non la sympathie, nous voir nous-mêmes avec nos propres besoins. C'est une petite coche un petit peu plus loin, l'empathie. Et ensuite, nous, on va regarder la confiance en soi. La confiance en soi, comment qu'on peut la solidifier? En fait, c'est beaucoup en recevant une rétroaction constructive. On l'a vu tout à l'heure, en ayant une distinction entre mon comportement et qui je suis moi dans mon identité. Mais la confiance en soi aussi, c'est le sentiment d'être capable. C'est une conviction d'être capable. Et il y a une distinction qu'on fait déjà avec l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est plus le sentiment de la valeur que j'ai comme individu, ma perception de ma valeur. Alors que la confiance, c'est la conviction d'être capable. C'est vraiment deux choses distinctes. Cette confiance-là, on peut continuer à la développer en se respectant, en reconnaissant nos limites et en les nommant de façon constructive. Donc, sans être un agresseur et sans que notre frustration ne soit pas exprimée, qu'on la retourne contre nous, ce qui pourrait nous amener en dépression. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet, mais c'est un des facteurs qui peut arriver psychologiquement à nous amener en dépression. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'en est un des thèmes. C'est ce qui peut arriver en dépression. Donc, pour amener de la confiance en soi, ben, oser. Et plus qu'on a le droit à l'erreur comme environnement, ben, plus qu'on va vouloir oser. Donc, plus que l'entourage soutient, ça encourage à pouvoir oser, donc de redonner cette confiance-là. Et aussi avoir le coaching pour nous aider à savoir quand oser, quoi oser, pourquoi oser. Et évidemment aussi, quand c'est en lien avec des blessures, ben, on peut voir des consultations psychosociales et des programmes d'aide aux employés qui existent. Il existe des compagnies de télémédecine, je pense entre autres à Dialogue, qui aident beaucoup aussi à développer certaines habiletés. Ça existe. Donc, vous pouvez aller voir tout ce qui peut être accessible pour vous comme entreprise. Maintenant, plus que comme individu, on est équilibré, on est dans notre sentiment d'efficacité, aussi dans notre environnement,
plus qu'on on va s'épanouir dans notre SEP. Et on voit ici l'ikigai, qui est ma raison d'être. C'est un concept japonais qui est basé sur 3 grandes bases solides. On le voit ici. Ce que j'aime, donc mes intérêts, ce dont je suis douée pour, donc mes habiletés, mes compétences. Et mes habiletés, ils risquent de beaucoup plus se développer quand j'aime ce que je fais. C'est des fois plus naturel et qui est en concordance avec mes besoins, mes valeurs. Donc, mes besoins, mes valeurs, c'est aussi beaucoup le sens. Ma motivation va être beaucoup plus intrinsèque, vient de moi-même. Si j'aime ce que je fais, je suis compétente et ça répond à mes valeurs. Et d'où l'importance de bien connaître les valeurs de l'entreprise parce que c'est là que notre environnement, les comportements, ils vont être en bonne adéquation, ça va ensemble. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, c'est tout cohérent. Et on voit le dernier pilier qui est la rémunération, être payé pour ce qu'on fait. Mais ça va bien au-delà que la simple rémunération. C'est aussi les ressources, c'est le moyen. Donc, des fois, c'est pas toujours de l'argent. Ça peut être une conciliation travail-famille, des mesures qui sont accessibles. Donc, j'ai pas de promotion, mais c'est une promotion horizontale. J'ai accès à certains avantages parce que être sur mon X, mon ikigai en équilibre avec les 4 sphères, ça bouge. C'est pas toujours la même chose. Dépendamment où est-ce que je suis rendue dans ma vie, si j'ai des enfants, mes besoins vont changer des fois. Mais surtout, le côté rémunération aussi, des fois, on a besoin d'une flexibilité plus grande dans l'heure d'arrivée ou l'heure de départ ou pouvoir faire du télétravail ou avoir un frigo au travail pour que je puisse me faire livrer mon épicerie avec un horaire, dépendamment si c'est des grandes équipes, telle équipe peut avoir accès au frigidaire les lundis, mercredis. Et, bon, bref, tout ce qu'on peut mettre en place comme entreprise pour permettre à la personne de rester sur son X parce que ses besoins changent, mais aussi ses besoins, c'est aussi ses valeurs. Les valeurs habituellement ne changent pas, mais notre réalité de vie, elle, peut faire que ça change. Donc, plus qu'on a la capacité d'aider les personnes à rester dans leur ikigai, sur leur X, eh bien, c'est des bonnes chances qu'on les garde et qu'ils se sentent motivés de façon intrinsèque. Et donc, ils vont avoir souvent, ça va ensemble avec un sentiment d'efficacité personnelle. Évidemment, l'ikigai est plus complexe que ça. On voit ici, là, il y a des bulles, qu'il n'y a rien dedans. Donc, la passion est un mélange de ce que j'aime, mes intérêts et de mes compétences, ce que je suis douée pour. On voit ici, la profession englobe mes compétences et ma rémunération. Une vocation va beaucoup être en lien avec mon côté rémunéré et mes besoins, mes valeurs, alors que l'émission, c'est un mélange entre mes intérêts, ce que j'aime, et mes besoins, mes valeurs. Et là, on voit ici, il y a des petites bulles, encore une fois, qui n'ont rien. Si on va aller les regarder de façon plus en détail, bien là, c'est juste une bulle qui nous manque. Mais même quand il nous manque une bulle, il y a quelque chose qui manque. On pense ici à la plénitude qui amène aussi un sentiment de précarité. Pourquoi? Parce que j'ai ce que j'aime, je suis proche de ma passion et de ma mission, c'est une fusion entre les deux. Par contre, je ne suis pas rémunérée pour, je n'ai pas les ressources pour. Donc, ce qui arrive, c'est un sentiment de précarité. On le voit beaucoup dans le milieu communautaire ici. Parce que est-ce qu'on va recevoir les subventions encore? Ça amène une grande précarité. Ici, si on voit un mélange entre le fait d'être doué, d'aimer ce qu'on fait et d'avoir la rémunération, ben ça nous amène à être satisfait, mais il y a une perte de sens parce qu'on n'a pas les valeurs qui sont. Fait, pourquoi qu'on fait les choses? Ben, ma raison d'être n'est pas complète. Ensuite, si on voit ici, on voit les gens sont confortables, sont bien rémunérés, sont compétents, ça répond à ça a du sens ce qu'ils font, mais il y a un sentiment de vide parce qu'ils n'aiment pas ça.
On le voit beaucoup dans les professions très bien rémunérées. Il y a un très grand risque de dépression à ce moment-là ici. Parce que il y a une motivation qui est extrinsèque, c'est l'argent bien souvent. On n'aime pas ce qu'on fait. Ici, ben là, c'est notre dernier. C'est un mélange entre ce que j'aime, le sens et la rémunération. Par contre, ce qui nous amène une excitation, mais un sentiment d'incertitude. Souvent, il y a certaines personnes qui ont un syndrome de l'imposteur parce qu'ils ne sont pas compétents ou doués. Je tiens à nuancer, le syndrome de l'imposteur est beaucoup plus complexe que ça, mais un des éléments qui l'explique, c'est le fait qu'on n'a pas les compétences. Mais des fois, on les a, les compétences, et on a quand même notre sentiment notre sentiment d'être un imposteur. Et là, ça, c'est complètement un autre sujet. Mais bref, quand on n'a pas les compétences, ça nous amène une incertitude à l'intérieur de nous parce qu'on ne sait pas comment faire ou on fait avec le mieux qu'on peut. Et des fois, on a la frustration. Juste rajouter un petit dernier élément ici, c'est quand on est doué pour ce qu'on fait, plus qu'on apprend des choses, on se rend compte qu'on n'a pas assez de toute une vie pour tout apprendre ce qu'on voudrait. Et ça, c'est un deuil en soi, mais plus qu'on reconnaît nos limites comme individus, et qu'on reconnaît qu'on aime ça, qu'on est doué pour, que ça répond à des besoins et qu'on est rémunéré, on va se sentir avec une motivation intrinsèque et se sentir dans sa raison d'être. Maintenant, on va aller regarder plus en détail, en résumé, en fait, notre sentiment d'efficacité personnelle, pour qu'il existe, ça prend un bon équilibre entre nos tâches, mes intérêts, ce que j'aime, mes besoins, mes personnalités et l'environnement. Donc, l'employeur peut jouer un rôle important pour s'assurer que ces conditions-là sont en bonne adéquation avec l'individu, mais il appartient aussi à l'employé. C'est sa responsabilité aussi de les nommer, ces facteurs-là, pour qu'il y ait une bonne équipe entre l'entreprise et l'employé, pour que tous ces éléments-là soient en bon équilibre. Maintenant, on va aller voir un peu plus en détail les références. Je vous avais parlé du conseil d'orientation privé ou en organisationnel. Pour pouvoir les trouver avec le droit de pratique, ce sont certains actes réservés. Je vous invite à aller sur le site de l'Ordre des conseillers d'orientation du Québec, sur le site de l'OCCOQ. Aussi, l'Ordre des psychologues du Québec permet pour, des fois, quand on va aller pousser plus loin aussi pour faire de la psychothérapie, pour être psychothérapeute, soit dit en passant, ça prend une maîtrise en relation d'aide. C'est un acte réservé et les maîtrises qui permettent d'y accéder, c'est les travailleurs sociaux, criminologues, psychoéducateurs, les infirmiers, les ergothérapeutes, les sexologues et le conseiller d'orientation. Donc, ils ont un permis d'exercice ainsi que les psychologues pour faire de la psychothérapie. Les études qui ont été consultées pour faire la présentation, vous avez vu, c'est les études en lien surtout pour les définitions au début de Bandura de 1986 et de 2003, de Deci et de Pover et ses collaborateurs. Aussi, ce qui est bien intéressant, un extrait une note de lecture issue de l'apprentissage social au sentiment d'efficacité personnelle. Bandura, c'est vraiment la référence en lien avec le SEP. Gézégou, ce qui est très intéressant, c'est qu'il vulgarise bien, puis il y a des bonnes références aussi. Il parle beaucoup aussi des sources de motivation et du sentiment d'efficacité personnelle au travail. Ce qui est le fun, il y a un petit livre qui est quand même facile à lire sur le Ikigai. Il parle beaucoup du sens à la vie, il parle beaucoup le côté la mission, les besoins, les valeurs. Donc, peut-être il ne touche pas à toutes les facettes, mais c'est un bon livre, mais il y en a plusieurs autres livres qui expliquent bien l'Ikigai. Évidemment, l'étude qu'on a vue, un mélange de Bandura et l'étude qu'on avait vue de Dotson Yerkes, c'est vraiment bien intéressant avec les facteurs de tâches, temps. Je vous invite à les lire. Et les études de Richer et de Viau pour les sources de motivation. Donc, je me suis inspirée pour pouvoir vous en présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas
je vous invite à remplir le sondage qui a été mis, que vous voyez le lien juste ici, de groupe Entreprises en santé. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez soit me contacter directement à info@commercial gestion psychologie santé ou à info commercial groupe entreprise en santé. Si vous voulez, vous avez des commentaires ou quelque chose, je vous invite vraiment à les contacter. Et cette présentation n'aurait pas pu avoir lieu sans les précieux partenaires de groupe entreprise en santé qui se retrouvent juste ici. Donc, un grand merci à tout le monde et à vous pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir d'être en contact ensemble selon vos besoins. Bonne journée.